Nous ne cesserons de vous le dire, le bon choix est celui que vous faites d'être en face de nous. En ces moments, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de samedi dont voici les titres. Attaque et trouble à Kinshasa, il ne s'agissait pas du mouvement politique Bundu Dia Congo, mais plutôt des adeptes du mouvement Kamwina Nsampou, le chef de bande, ainsi que certains éléments capturés ont été présentés à la police. Éventuel candidat à la prochaine présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi est allé se faire enrôler ce samedi. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, plus question d'afficher le taux d'échange sur les tableaux. De qui vraiment vient la mesure? Réponse dans ce journal avec un dossier spécial, les phénomènes Bouakissa Carte. Comment ça se passe? Vous les découvrirez dans ce journal que nous commentons avec Serge Mahabé, député provincial élu de la commune de Kimbanseke à Kinshasa, mais aussi chercheur. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue dans ce journal, monsieur le député. Je vous remercie. Bienvenue à ce journal, à vous aussi, très chers téléspectateurs. La police nationale affirme avoir mis la main sur les responsables des attaques de ces derniers mois à Kinshasa, depuis les évasions de Makala jusqu'à l'assassinat de l'administrateur du marché central. La PNC a présenté hier les hommes responsables de ces troubles, du moins ceux qui ont été capturés jusque-là. Hermione Yanvou et Serge Mitelesi y étaient pour le compte de Numérica Télévision. La bande de 15 assaillants présumés, dont le chef de file Ben Chimanga est l'auteur de la succession des attaques de certains sites et symboles de l'État. Ce seraient eux qui auraient attaqué le marché central de Kinshasa, la prison centrale de Makala, les parquets de Kala-Mouima-Tété. Après enquête, la police nationale congolaise a découvert que tous sont de la milice Kamwina Nsampou et appartiendraient à un seul parti politique. Le mois de mai, juin et juillet 2017, il a été enregistré dans la ville de Kinshasa une succession d'attaques de certains sites stratégiques et symboles de l'État qui ont occasionné nombre et plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables, notamment le 19 mai 2017 contre le point chaud du groupe mobile d'intervention F de la police nationale congolaise, positionné au niveau de la 11e unité, en face du siège du parti politique UDPS. Le 17 mai 2017, contre la prison centrale de Makala. Le 10 juin 2017, contre à la fois les commissariats urbains de la police nationale congolaise de Moamba, à Matete, et le parquet de grande instance de Matete. Le 29 juin 2017, contre les commissariats urbains de la police nationale congolaise, Funa et la maison communale de Kalam. Et le 14 juillet 2017, contre le marché central de Kinshasa. Les dégâts causés par ces assaillants sont énormes, précise le porte-parole de la PNC. Une prime allant de 2 à 10 000 dollars américains est promise à quiconque apporterait une information qui conduirait à l'un ou l'autre assaillant qui erre encore dans la nature. La présentation s'est déroulée en présence de plusieurs officiels, dont le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et de la Justice. Monsieur Serge Mahabé, je me tourne directement à vous. Joli coup de filet de la police? Dès lors que l'ordre public est perturbé, dès lors que les lois sont violées, il est tout à fait normal que la restauration de l'ordre soit saluée. Mais encore faudra-t-il qu'il faut se poser des questions sur le fondement même de ces phénomènes qui arrivent. Je voudrais commencer par dire que nous sommes dans une société en crise. Quelqu'un disait que la crise consiste en ce que l'ordre ancien ne veut pas partir et que l'ordre nouveau n'est pas encore venu et que pendant cet interrègne apparaissent le phénomène morbide le plus divers. Je me limite à ces phénomènes morbides les plus divers qui naissent, qui prospèrent sur la crise. Donc autant il faut encourager, saluer tous ceux qui œuvrent pour la restauration de l'ordre public, autant il faut s'interroger sur l'origine, le fondement de la crise. C'est poser des questions et des bonnes questions. Et des bonnes questions. Une question par exemple, maître Serge Mahabé, permettez-moi de vous interrompre. Tout le monde pensait que ce qui a été fait était l'œuvre du groupe Bundu Dia Congo BDK. Et aujourd'hui, la police parle plutôt
de gens qui se revendiquent du mouvement Kamwina Sampo. Vous avez été surpris comme beaucoup aussi? Mais tout à fait. Un esprit rationnel, tout homme de bon sens, ne peut être qu'offusqué par cette communication plutôt ambiguë qui consiste à nommer des choses le matin et à les renommer le soir. Et ici, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, il faut commencer par interroger les causes de cette crise qui profite du fait que l'ordre ancien ne veut pas partir et que l'ordre nouveau tarde à venir et que pendant cet interrègne, je cite encore, apparaissent des phénomènes morbides les plus divers. Il s'agit des phénomènes morbides, des phénomènes qui engendrent des morts d'hommes, des phénomènes qui engendrent des évasions massives des prisons, qu'on ne peut nullement encourager, mais sur lesquels il faut quand même se poser des questions en ce qui concerne leur origine, en quoi ou de quoi la crise congolaise est-elle le nom? C'est ça justement la question. M. Mabé, vous êtes député provincial de Kinshasa. Ça vous fait quoi quand vous apprenez qu'il y a eu trouble à Makala, qu'on a tué au grand marché? Comment vous vous sentez dans votre peau de député provincial? La première réaction, c'est l'émotion. Parce que nous sommes humains. Lorsque le sang coule, lorsque le sang gicle, que d'innocentes âmes sont fauchées par des personnes qu'on peine à identifier, on ne peut être qu'ému. Mais la deuxième réaction, c'est la difficulté à trouver des mots pour considérer l'État, pour qualifier l'État. Est-il failli? Est-il en voyage? Il s'agit là de questions fondamentales. L'émotion est là, mais passer l'émotion, il faut se poser les bonnes questions. Il s'agit ici de la faiblesse de l'État qui n'arrive pas à bien accomplir ses missions régaliennes, parmi lesquelles, parmi les premières, il s'agit ici de l'ordre public, et l'ordre public passe par l'emprisonnement de toutes les personnes condamnées pour des crimes odieux. Or, lorsque vous voyez des gens s'évader des prisons, entraînant derrière leurs évasions des morts d'hommes, on ne peut que être déçu par l'incapacité de l'État à restaurer l'ordre public. Je reviens à vous, M. Serge. Entre-temps, au chef-lieu du Sud Kivu, il y a eu évasion là-bas aussi. C'était vendredi à la prison centrale. En attendant le bilan officiel, on parle de 20 prisonniers évadés. Il ne se serait pas agi là-bas d'une attaque, mais plutôt d'un soulèvement des prisonniers qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui aurait fini par des tirs de sommation. Voilà ce qui a embrasé la situation. Et puisque certains de ces présumés responsables de cas d'insécurité à Kinshasa ont été reconnus comme membres de l'UDPS, le parti de l'Imité qui réagit à ces affirmations rejette en bloc ces liens établis qu'il qualifie de pure allégation gratuite. Rapatriement du corps de Etienne Tshisekedi, nous avons parlé UDPS, nous restons à l'UDPS. C'était le jeudi que l'épouse de l'ex-premier ministre lançait son cri de détresse sur TV5 Monde au sein de la famille politique du défunt. On associe la voix à celle de la famille biologique pour exiger que des efforts soient fournis pour l'organisation des obsèques dignes à l'opposant historique. C'est ce que nous a déclaré un des secrétaires nationaux de l'UDPS. Il était au micro de Félix Ilunga. Il est assez normal qu'elle puisse parler parce que, bon, toutes les tentatives que les partis ont essayé, que la famille a essayé, le gouvernement nous oppose toujours une fin de non-recevoir. Est-ce que c'est le corps du président Tshisekedi qui nous empêche aujourd'hui d'agir pour que quand ce corps sera là, que nous puissions profiter de la présence de ce corps pour agir? Non, je ne pense pas que cet argument-là soit vrai. Parce que nous avons une police, nous avons des services de sécurité. Ils n'ont qu'à faire leur travail et protéger la population ces jours-là quand le corps va venir. Le problème en réalité n'est pas au niveau de désordre qui pourrait se créer. Le problème, c'est que ces pouvoirs ici refusent de voir le peuple congolais enterrer leur icône avec honneur et dignité. Et puisqu'on est à l'UDPS, on va rester à l'UDPS. Toujours à l'UDPS, nous vous l'annoncions dans les titres, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé se procurer sa carte d'électeur. C'était ce matin, cet avant-midi, c'était toute la journée d'ailleurs, c'était à l'Institut Bonsomi, en la commune de Ndjili. Très tard le soir, juste avant ce journal, nous avions joint le porte-parole de ces partis, Augustin Kabouya, qui nous dit dans quelles circonstances Félix Tshisekedi a
eu sa carte d'électeur. Il s'est fait enrôler devant la presse tant nationale qu'internationale, ce n'est pas un secret. Il a rempli son devoir civique. C'était normal qu'il s'enrôle, qu'il se fasse enrôler, puisque ce n'était pas vraiment correct qu'il ne se fasse pas enrôler ici à Kinshasa. Pourquoi le choix de la Tchangou? Bon, c'est un homme politique. Lui-même sait pourquoi il avait opté pour Tchangou. Et nous avons 4 districts ici à Kinshasa. S'il a choisi Tchangou, je pense que c'est à lui d'expliquer pourquoi il avait choisi Tchangou. Monsieur Serge Mahabé, vous pensez, on a vu les photos de Félix Tshisekedi, il a drainé du monde pour son enrôlement. Vous pensez qu'il jouit de l'aura de feu, son père? Il est incontestable que Félix Tshisekedi est un leader, parce qu'on ne peut pas se trouver à la tête du rassemblement si on ne réunit pas les ressources nécessaires pour pouvoir diriger et drainer les foules. Mais il faut souligner ici que les foules qui suivent Tshisekedi et Félix sont les foules lassées, fatiguées, par l'incertitude dans laquelle la nation se trouve. Et lorsque quelqu'un donne du sien pour incarner le changement, pour incarner le respect de la Constitution, il va de soi que les foules, majoritairement engagées dans ce combat de l'alternance, puissent être derrière ces personnes. Donc ici, c'est un double effet. Un effet de leadership de Félix Tshisekedi, comme vous l'avez souligné, qui héritait sans doute de l'aura du père, mais il a sans doute aussi une équation personnelle qu'il ne faut pas contester. Il faut noter surtout que les foules suivent un leader qui, à ses yeux, incarne le changement, parce que la lassitude est visible. Monsieur Serge Mahabé, vous êtes déjà fait enrôler? Pas encore, mais j'entends le dernier moment, comme d'habitude. Il est des traditions... Vous attendez mobiliser aussi du monde pour le faire. Vous serez à Kimbanzeke, vous? Il ne s'agit pas de théâtraliser ici un geste citoyen élémentaire. Il s'agit plutôt de l'accomplir et de s'inscrire dans la perspective du fonctionnement normal des institutions. Cette perspective, c'est-à-dire le respect de la Constitution, les élections qui doivent se tenir convenablement dans le délai. Et donc, c'est un geste citoyen, anodin au niveau individuel, mais qui a un sens significatif au niveau de la communauté tout entière. Vous êtes député provincial, sûrement que vous êtes allé sur terrain, vous avez des informations de gens qui sont sur terrain. De manière générale, à Kinshasa, vous pensez que ces opérations d'enrôlement sont en train de se dérouler comme il faut? C'est plutôt un sentiment mitigé. Les sentiments sont mitigés, en sens que c'est déjà une bonne chose que d'avoir cet enrôlement, ces enregistrements sur la liste électorale. Mais le grief que l'on a formulé à plusieurs reprises à la centrale, à la CENI, en ce qui concerne les irrégularités flagrantes, ne peuvent que offusquer tout esprit passionné par le respect de l'ordre et des lois. Je prends deux faits. Le premier, c'est que la CENI aurait dû mobiliser suffisamment les partis politiques et les acteurs de la société civile pour que, lors de l'enrôlement, les témoins des partis politiques soient présents, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Les partis politiques, mais aussi d'autres acteurs du processus électoral l'ont souligné et stigmatisé. Le deuxième fait qu'il faut ici condamner, c'est que les listes électorales elles-mêmes, ou plutôt le fichier, nécessitaient de moyens techniques beaucoup plus élaborés, beaucoup plus conséquents, ce qui ne semble pas être le cas. L'Organisation internationale de la francophonie a eu, dans un rapport, a relevé que la CENI aurait dû acquérir un appareil d'enregistrement alphanumérique pour pouvoir fiabiliser le fichier électoral. Mais on ne va quand même pas revenir à zéro. Un fichier qui aurait dû coûter 22 millions sur les 300 millions qui à l'époque qui étaient décaissés par le gouvernement congolais, on a préféré procéder par d'autres méthodes. On peut se poser la question raisonnablement sur la fiabilité de ces fichiers. Mais là n'est pas la question, parce qu'il est possible qu'on puisse entourer ces processus de beaucoup plus de mécanismes de protection en faisant appel à l'OIF, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi aux Nations Unies, aux observateurs de l'Union africaine, à l'Union européenne, pour que le scrutin soit légitime, crédible, fiable et transparent. Donc, le débat porte sur deux faits. Le premier, c'est que l'enrôlement en lui-même est un acte salutaire, mais encore faudra-t-il qu'il se déroule en dehors de toute suspicion.
Et au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, la grand-messe hebdomadaire du week-end a été respectée. Le café politique de ce vendredi a connu un invité particulier, si pas spécial. Il s'agit d'Évariste Bochab, ancien secrétaire général de ces partis, qui a signé un peu, on peut dire, son comeback. Après une longue période de silence, le prof Henri Mova et le prof Évariste Bochab sont tous revenus sur l'importance de prêcher l'idéologie à la base, suivant les restes dans ses commentaires d'Anita Kangoudia. Après un long silence, le voilà réapparu. Et pour signer son retour, il choisit son parti comme cadre. L'ex-secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Évariste Bochab, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a démontré au cours de ce café politique l'enjeu de ces rencontres de chaque vendredi depuis 2 ans, initiées par le secrétaire général en fonction, Henri Mova Sakani. Là, vous me demandez, sur le plan politique, puisque nous disons que nous devons conserver les pouvoirs avec les camarades Joseph Kabila, quels sont les mécanismes que le parti a mis en place? Ici, la réflexion est très nourrie, très avancé au niveau du camarade secrétaire général. À partir du moment où il estimera utile de pouvoir partager cette réflexion avec toute la base, il viendra ici et vous nous verrez tous à ses côtés pour qu'il vous livre la portée de cette réflexion. Les 2 professeurs secrétaires généraux du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se sont mis à la disposition des militants afin de répondre à leurs préoccupations sur les questions de l'heure. Serge Mahabé, quand vous voyez le professeur Évariste Bochab comme ça vous fait quoi? Parce qu'il faut dire, pour ceux qui le savent, qu'à un certain moment, vous avez été assez proche, hein, même si aujourd'hui, nous avons des informations qui annoncent, je ne sais pas moi, un divorce ou quelque chose du genre. Certains sites l'ont écrit. Oui, merci, mais le professeur Évariste Bochab est un homme de science que je respecte énormément. Pour avoir été à ses côtés, j'ai compris sa passion pour la vérité scientifique. Mais vient un moment dans la vie de quelqu'un où il est nécessaire de rester indocile, où il est nécessaire de questionner les effets des vérités sur la vérité du pouvoir. Toujours ces questions. Je voudrais revenir sur ça de manière beaucoup plus prosaïque, de manière beaucoup plus simple. Je sais que la vérité veut que le Congo aspire à un ordre nouveau, sur base de textes constitutionnels, sur base de la constitution qui régit notre pays, constitution qui maîtrise parfaitement le très respecté professeur Évariste Bochab. De ce point de vue, s'il peut avoir été relevé des divergences entre lui et moi, encore qu'il n'y a pas de divergences au sens personnel du terme, mais des divergences politiques aujourd'hui, elles le relèvent plus de cet aspect-là, de l'aspect des textes que je lis, relis matin, midi et soir, pour comprendre que je ne pourrais pas m'inscrire dans une vérité qui est partielle et parcellaire. Monsieur Serge Mahabé, aujourd'hui vous vous définissez comment? Ancien de la majorité, toujours dans la majorité. Quelle est votre couleur, votre coloration politique aujourd'hui? Mais vous avez répondu indirectement à la question en faisant allusion allez-y, faites-le directement, si moi je l'ai fait indirectement. Au site Casinfo et 7 sur 7, il est clair qu'aujourd'hui, même si officiellement, de manière formelle, je n'ai jamais appartenu à un cénacle de la majorité de manière formelle, ça veut dire par une signature donnée, mais j'étais très proche du professeur Évariste Bochab. Aujourd'hui, c'est un divorce claquant. Un divorce qui se justifie, comme je le rappelais tout à l'heure, par le fait que je m'inscris, je m'enregistre, je me range du côté de ceux qui ont érigé le respect de la Constitution en valeur cardinale. Vous parlez de qui? Vous êtes avec qui aujourd'hui? Mais il est clair que dans les informations que vous avez recueillies, il s'agit ici du G7, mais de manière particulière d'un leader que j'apprécie beaucoup, dont les convictions politiques épousent ma vision de la politique. Il s'agit d'Olivier Kamitatou, que je respecte. Et donc, j'ai estimé de mon devoir de pouvoir partager cette vision avec lui
tout en considérant qu'il ne peut pas y avoir de divergences personnelles avec mes anciens partenaires. Nous resterons humainement solidaires, mais du point de vue politique, tant que l'ordre institutionnel et constitutionnel voulu par tous, au terme d'un consensus dégagé solennellement à Sun City, tant que cet ordre institutionnel et constitutionnel n'est pas respecté, je ne pense pas vivre en harmonie dans un cénacle comme celui-là. Merci, M. Serge Mahabé. 12, c'est le nombre de députés provinciaux qui veulent que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, vienne répondre des faits sérieux lui imputés. D'où l'appel fait au bureau pour la convocation d'une session extraordinaire. Heureux qui, comme nous, recevons sur ces plateaux un député provincial de cette assemblée dont est question ici. M. Serge Mahabé, c'est quoi cette affaire de session extraordinaire? C'est quoi ça? Il faut considérer que la ville de Kinshasa, comme les autres provinces du pays, souffre, je veux dire, d'une gouvernance, je veux dire, maladive de nos institutions. Une gouvernance maladive de nos institutions. En ce sens que les députés qui aujourd'hui, à bon droit, estiment que leurs droits ont été lésés, violés par des faits de gestion de la part de dirigeants du bureau, par exemple, ou d'autres institutions, ces députés... Le bureau aussi est incriminé dans cette affaire. Je pense que, selon les motions, il y en a deux qui ont été déposées. L'une incrimine les bureaux pour faute de gestion de deniers publics. L'autre veut voir le gouvernement provincial être convoqué pour se justifier sur les différentes dotations qui sont données. Donc, j'allais dire ici, en insistant sur, en fait, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial de la province de Kinshasa, comme les autres gouvernements provinciaux, assemblées provinciales du reste de la République, souffrent de cette gouvernance déficitaire parce que, à la base, vous verrez qu'il s'agit des dotations mal allouées ou lorsqu'elles ont été mal gérées. Et au fond, il s'agit, d'après les différentes provinces, des budgets d'investissement, des budgets des gouvernements provinciaux ou de provinces qui ne sont pas correctement alloués aux provinces. Et donc, c'est sur fond de ces différentes divergences que les députés essaient de surfer. Mais aujourd'hui, cette crise, l'Assemblée provinciale n'est pas à sa première crise. Je pense qu'elle va devoir résoudre ses problèmes comme elle est habituée. Et j'avoue que, en ce qui concerne ma position par rapport à cette question, c'est une position de juriste, position d'avocat. Je ne peux pas affirmer qu'il y a faute de gestion ou qu'il y a détournement ou mauvaise gestion, tant que les preuves, les enquêtes n'ont pas été diligentées pour dégager les responsabilités. Monsieur Serge Mahabé, monsieur le député provincial, on parle des crises à Kinshasa, mais avant Kinshasa, les crises, on a comme l'impression que ça se passe dans toutes les représentations provinciales. On a des gouverneurs qui ne veulent pas démissionner, à qui on a comme l'impression qu'on force de démissionner. On a des situations quand même assez terribles dans nos assemblées provinciales. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quelle est cette maladie qui infecte partout? Mais c'est comme je venais de le relever tout à l'heure, il s'agit d'une pathologie dans la gestion des institutions, pathologie qui ne trouve sa source ici, qui est dans le non-respect de règles établies, d'abord dans la Constitution, mais ensuite des règles qui régissent la libre administration des provinces. Je m'en vais prendre un exemple. J'ai lu il y a quelque temps que des arrêtés pris par un vice-gouverneur en fonction, gouverneur intérimaire, ont été priés, enfin, ce gouverneur a été prié de rapporter ces arrêtés au motif que ces arrêtés seraient anticonstitutionnels. Or, la même autorité qui demande à ces vice-gouverneurs de rapporter ces arrêtés anticonstitutionnels ne voudrait pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Ici, vous comprendrez que nous sommes dans une espèce de zone de non-droit, d'espace de non-droit au sens figuré du terme, où les entités décentralisées, administratives décentralisées, les entités des provinces, leurs droits sont violés, bafoués, et donc la gestion est devenue un tout petit peu caporaliste, dans le sens que c'est les pouvoirs politiques qui est en train de donner des injonctions au mépris et en violation des règles de droit. Nous ne sommes pas dans une sorte de zone de turbulence et ça va passer, non? Mais je ne pense pas. Je pense que le plus élémentaire de sens, le plus élémentaire de devoir des gouvernants, c'est de commencer par respecter le texte. Je ne connais pas les différents gouverneurs qui sont mis en cause.
mais j'estime que la hiérarchie des normes juridiques doit être respectée dans un État. Et donc, lorsque, par exemple, une institution qui est au sommet des autres, la Cour constitutionnelle en l'occurrence, édicte un point de vue, il me semble qu'il est des bons droits, qu'il est des bonnes logiques, que ces points de vue soient respectés. Dès lors qu'il ne le pas, il faut s'attendre alors à ce que les autres institutions puissent aussi refuser d'exécuter, d'obtempérer les ordres politiques qui viennent d'ailleurs. Donc ici, ce n'est que le prolongement d'une crise, une crise qui s'enracine dans un seul phénomène, dans un seul mécanisme, le mécanisme du non-respect de texte. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci, M. Serge Mahabé. Vous êtes député provincial. Nous vous gardons encore avec nous. Restons à Kinshasa. C'est une décision, c'est toute une campagne qui vient d'être lancée par la Confédération des cambistes du Congo. Plus question d'afficher les taux sur tableau à l'extérieur des maisons d'échange et devant les tables d'échangeurs de monnaie. Si à la COCAM, on évoque la volonté de pouvoir stopper la concurrence déloyale, certains y voient plutôt une mainmise des autorités. Qu'en est-il au juste? Yannick Mbouyamba est allé chercher la réponse à la question. La nouvelle fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Ne pouvant pas maîtriser l'ascension vertigineuse du dollar américain face au franc national, cette publication sur la toile dit que le gouvernement aurait interdit l'affichage du taux sur le marché d'échange, une manière pour lui de dédramatiser le fait. À la COCAM, on s'explique. Ça ne vient pas ni du Premier ministre Tchibala, ni de la Banque centrale, c'est une initiative de la COCAM. Nous sommes dans un marché libre et privé. Et s'il y a une injonction du gouvernement de la République, ça devient une mesure administrative sur la place financière. Ce n'est pas une information qui est juste. Et en attendant, pour enfin qu'on puisse faire une campagne d'éliminer d'abord les tableaux, donc c'est une mesure vraiment à titre d'observation, pour voir comment les choses peuvent aller. Question alors. Quelle est donc l'utilité de cette mesure? Une mesure qui peut, non, ça peut limiter un peu les dégâts sur ce qu'on appelle les anticipations. Parce que ces anticipations sont dites tout simplement à cause des incertitudes politiques. Vous savez bien que la politique influe beaucoup sur l'économie. Aujourd'hui, vous connaissez la situation politique de notre pays. Cela vraiment influe beaucoup sur l'économie. C'est pour cela, ces incertitudes-là nous ont poussé, nous de notre côté, et essayer un peu de mobiliser, voir si ça peut arriver à quelque chose. Et l'argent, on en parle encore dans ce journal, surtout de la manière dont certains le gardent, loin de banques et autres coffres-forts. Le phénomène bois qui s'accarte, vous ne les connaissez peut-être pas. C'est les dossiers de ce journal que vous propose Yannick Mbouyamba. Épargner de l'argent, certains le font, d'autres veulent le faire. Tout le monde en connaît l'importance, d'où la présence des banques, coopératives et caisses d'épargne. Au-delà de ce circuit plutôt officiel, il existe depuis des années à Kinshasa une autre façon d'épargner. Et ici, pas besoin d'aller loin. Le phénomène bois qui s'accarte se passe dans nos cités avec ce tenancier de boutique, Eli Gablo, bien connu dans nos quartiers. Bon, le phénomène des bois qui s'accarte, ça fonctionne vraiment normalement. Ça fonctionne parce que les gens aiment trop faire accander cet argent à une place là où il y a du serré. C'est un système, ça se fait en donnant l'argent chez chez un boutiquier par exemple. Le boutiquier garde l'argent et quand vous finissez votre épargne, il vous remet l'argent. Autre élément important, l'aspect confiance des épargnants. La confiance, moi, personnellement, je regarde l'expérience de la boutique. Comme ici, la boutique ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 1900. Je ne peux pas me confier dans une boutique nomade qui change de résidence à chaque fois. C'est un système qui fonctionne avec des règles, notamment le plafond et les minimums qu'un client peut posséder en termes d'argent avant d'effectuer une opération de dépôt. Bon, la somme minimum aujourd'hui c'est à 500 francs. Oui, jusqu'à donc 1 million, n'importe que vous voulez. Malgré la bancarisation, ici au quartier Kanlouka, le phénomène continue à prendre de l'ampleur. Même les adolescents ne sont pas épargnés. Oui, le phénomène bois qui s'accarte, ça a pris de l'ampleur par rapport au passé. Même des petits enfants,
8 ans, 12 ans, préfèrent faire les boîtes qui s'accartent. C'était notre petit dossier de ce journal. Il était signé Yannick Mbouyamba. Monsieur Serge Mahabé, puisqu'on parle de l'économie, on a suivi ces deux reportages qui résument un peu la situation de l'économie, surtout le premier avec la mesure de la COCAM. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que n'est pas afficher le taux sur un tableau, ça change quoi au fond? Nous avons là une fois de plus la preuve que l'économie du pays, mais comme l'ensemble des secteurs de la République, sont gérés un peu à l'aveuglette, je veux dire avec une espèce de boussole défaillante, parce que si le vice-président de la COCAM avait compris qu'au fondement, qu'à la base du dysfonctionnement du taux d'échange se trouve la loi de l'offre et de la demande. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre un exemple le plus emblématique, le plus grand demandeur de devises, ce ne sont pas de petits échangeurs. Les gens qui vont demander 100 $, 20 $ au coin de la rue, c'est généralement des gros importateurs qui vont auprès des banques. Chaque matin, lorsque vous rendez au guichet d'une banque pour demander le taux d'échange, la banque n'affiche pas devant ses guichets les taux du jour. C'est juste parce que la banque a un indicateur ou des indicateurs de mécanisme de l'offre et de la demande sur le marché pour pouvoir établir le taux. Donc, c'est là une espèce de naïveté, j'ose ainsi dire, des acteurs secondaires du marché de change, qui sont le cambiste, qui auraient dû comprendre qu'en réalité, le problème, c'est une gestion en amont qui a conduit l'économie à ces niveaux. Alors, pour revenir au phénomène de Waxacart, je pense qu'on y est encore, il est dommage que notre pays qui a enregistré des taux de croissance records. Un vieux phénomène tout de même. Oui, tout à fait. Les dernières années, nous avons connu quand même des indicateurs macroéconomiques que beaucoup de pays en Afrique et même dans le monde nous enviaient. Mais il est fort déplorable, fort dommage que nous sommes en train de tuer le produit de notre propre effort, de nos efforts collectifs, tout simplement parce que la politique a pris en otage l'économie. Ça veut dire que la stabilité politique est à la base de cette instabilité économique que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Monsieur Serge Mahabé, je vous ai présenté tantôt comme étant un chercheur aussi. Et on parle de cette crise économique qui touche le pays. En tant que chercheur, vous avez réfléchi et vous pensez qu'une partie de la solution réside dans la création de ce qu'on appelle le fonds souverain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonds souverain, M. Mahabé? Merci. Il s'agit là d'ailleurs d'une étude que je menais en prenant certaines variables économiques pour savoir ce que les variables économiques que moi j'ai choisies dans mon étude, notamment les taux de change, la masse monétaire, la base monétaire, l'indice des prix à la consommation, qu'est-ce que ces variables deviennent une fois que le pays prend la décision de se doter d'un fonds souverain. Donc le fonds souverain, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une entité, d'une institution appartenant à un gouvernement, à un État, c'est pour cela qu'on l'appelle souverain, qui a la mission de gérer les réserves de change ou les recettes issues de l'exploitation de ressources naturelles, dans l'optique de les valoriser en acquérant ou en achetant des titres financiers sur les places boursières ou dans d'autres actifs dans le monde, donc à l'étranger. Les devises sont gérées par le fonds qui le réinvestit à l'étranger, les devises bien sûr, pour le réinjecter lorsque l'économie fait face à des chocs exogènes. Des chocs exogènes, ça veut dire des chocs dus par exemple au déséquilibre de la balance commerciale comme les exportations et les importations. Il est possible aussi qu'on donne à ces fonds souverains la vocation d'assurer une solidarité intergénérationnelle, autrement dit, de permettre en sorte que les ressources naturelles que nous exploitons dans notre pays ne puissent pas profiter qu'aux seules générations présentes, mais qu'elles profitent aux générations futures, dans la mesure où les ressources naturelles ne sont pas éternelles, elles sont épuisables pour la plupart. Il est possible aussi que la vocation de ces fonds consiste à investir dans le projet d'infrastructure. Donc, il s'est agi dans mon étude d'une stratégie de solutions aux problèmes que nous connaissons, comme les problèmes d'instabilité du taux de change aujourd'hui. Ça peut aider. Ça peut aider, mais dans un contexte politique stable, il faut avouer. Dans le temps, donc. Tout à fait. Il faut que les institutions soient stabilisées et que tous les mécanismes de confiance
puisse être restaurée pour qu'un tel fonds puisse investir dans les États. Il faut rappeler que les fonds souverains à travers le monde sont cotés avec un indice de bonne gouvernance. Lorsqu'un pays ne répond pas à ces principes, le fonds n'est pas bien coté et il est difficile que les acquisitions des actifs qu'il pourrait effectuer puissent être acceptées par le place boursière du monde. M. Mabé, le fonds souverain, quels sont les pays qui ont testé ça et où ça a marché? C'est une très bonne question. La plupart des pays qui sont détentrices de ressources naturelles sont dotés des fonds souverains. Je commence par l'Angola, notre voisin. La Zambie réfléchit à le mettre en place. Le Nigeria a un fonds souverain. Le Ghana, l'Algérie, le Gabon a un fonds souverain. Pour ne prendre, les Coétiens, c'est le premier fonds souverain d'ailleurs dans le monde. C'est dans les mêmes cadres. Oui, ça sont des pays, des économies quand même très avancées, mais je parle des économies relativement en difficulté, comme les économies africaines. Mais les Koweït a un fonds souverain. Le Qatar, comme vous le savez, qui a fait des acquisitions de places immobilières à Paris, à Londres. Et donc, bon, ce qu'il faut noter, c'est que les succès des fonds souverains dépendent de la transparence et des règles de gouvernance qui président à sa création. On ne peut pas d'emblée établir le bilan aujourd'hui des fonds souverains africains. Le bilan qu'il faut établir, c'est le bilan de la gouvernance de ces fonds souverains. Les fonds souverains algériens, par exemple, a aidé l'Algérie lorsque la crise financière de 2008 a secoué l'économie algérienne. Ces fonds a aidé l'Algérie à recouvrer sa stabilité macroéconomique. M. Mabé, vous avez parlé là de la transparence. Il y a eu dernièrement, au courant de cette semaine, une petite polémique, je dirais, entre Global Witness, le gouvernement congolais. Quelle est la lecture que vous avez faite de cette petite polémique autour de cette question? Oui, ici, j'aimerais considérer qu'il existe des questions, comme dans un procès. Là, je réponds en tant que juriste, en tant qu'avocat. Comme dans un procès, il existe des questions préjudicielles. Ça veut dire des questions qu'il faut vider au préalable avant d'entrer dans le fond. Toutes ces questions n'émergent que parce que les questions de fond ne sont pas résolues. Les questions de fond, ce sont les questions de stabilité politique, de respect de règles établies, de respect de l'alternance politique, qui font que la gestion, proprement dite, des ressources soit aussi transparente, soit soumise à l'évaluation à la fois des experts, mais aussi des hommes des médias comme vous, des institutions de contrôle comme le Parlement. Mais aujourd'hui, je considère que tout ce que l'on pourrait avoir comme discours, tout ce que l'on pourrait épiloguer autour de la gouvernance participe tout simplement des questions préalables. Donc, des questions qui ne sont pas fondamentales tant que les questions de fond ne sont pas résolues. Si nous étions dans une situation normale, où les évaluations par les journalistes, le média, par le chercheur, le Parlement étaient normales, nous aurions dû émettre un point de vue. Mais aujourd'hui, nous considérons que tant que la situation d'incertitude perdure, nous aurons toujours à avoir des contradictions, des gens qui se renvoient de la balle parce que tel fait n'est pas correctement nommé. Est-ce que pour conclure des partenariats aujourd'hui avec certaines institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, faut-il nécessairement qu'ils nous imposent des conditions politiques? Je voudrais ici rappeler un fait de l'histoire. En 1994, il y a plusieurs années de cela, la Banque mondiale, lorsque le gouvernement congolais, zaïrois de l'époque, avait sollicité une aide, la Banque mondiale avait demandé, exigé qu'avant d'obtenir un tel prêt, avant d'obtenir une telle aide, qu'il y ait un consensus politique au niveau national. Ça, c'est déjà en 1994. Donc, c'est dans la pratique de ces institutions. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces institutions dites des Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, sont gérées comme des sociétés par action. Parce qu'en leur sein, il y a 2 États membres qui ont des quotes-parts. Et d'ailleurs, au sein du FMI, le vote des décisions est soumis à la loi des quotes-parts. Celui qui a plus de quotes-parts a une voix prépondérante lors du vote. Et encore que, pour ces quotes-parts, des pays comme les États-Unis ont une quote-part très élevée, de loin très élevée que celle des autres. Donc, il faut considérer que ça reste cohérent. La position des Américains restera cohérente aussi bien en dehors du Fonds monétaire international qu'au sein du Fonds monétaire international. Ce n'est que l'expression de points de vue des États membres qui font partie de ces institutions. Suite de ce journal en société du camp Luka où nous étions tout à l'heure dans la commune de Ngalema, rendons-nous à la commune de Matete où l'insalubrité, comme un peu partout, vit ses beaux jours au détriment de populations exposées. Détritus, saletés de tout genre.
cohabitent dangereusement avec les populations de ces quartiers. C'est un constat de Fallon Moussikini et Jires Chimanga. L'un des grands fléaux qui ronge la capitale Kinshasa est l'insalubrité. L'insalubrité qui n'est plus à démontrer dans sa grande majorité. Les cas de la commune de Matete où les immondices longent les grandes artères jusqu'en formant une décharge publique. Quoique l'autorité provinciale avait initié la pratique des salongo tous les samedis, la mesure est restée dans les oubliettes. Pour le riverain, la responsabilité reste partagée. Batu bayaki na bango ya salubrité balongolaki nyonso etikala propre ebisi bato respiration ya vie ya bato na bamatiti boye ezokute biso bamaladi na nzoto mais bakongolais bali koyoka te baoya susu kobwaka yango ti bomoni ezongi fulu ekomaki propre ma ezoleka solo te eloko te. Ce qui est encore étonnant, il n'y a pas même de mécanismes de suivi plus efficaces qui sont mis en place pour vérifier les résultats. Ça pose problème. Alors, nous suggérons ceci. D'abord, le peuple congolais, chacun de nous en ce qui les concerne. Le développement du Congo dépend du comportement individuel de chaque citoyen. Sur la rivière Matete, les sacs et bouteilles plastiques forment un décor désagréable. Cette rivière non curée est à la base des maladies hydriques. L'assainissement reste un problème de santé publique dont chaque acteur doit jouer son rôle. Et puisqu'on parle santé, les savez-vous qu'il est déconseillé de prendre de l'eau pendant le repas? Eh bien oui, il n'est pas très bon de boire de l'eau pendant que vous mangez, quelle que soit la chaleur de votre foufou. Il nous est conseillé de le faire plutôt quelque temps après ou même avant le repas. Cela faciliterait même plus la digestion. C'est Ange Makadi qui nous en parle dans ce journal de samedi. Nous connaissons sans doute le bienfait de l'eau. Boire de l'eau stimule la fonction rénale et nous aide à équilibrer les niveaux d'hydratation dans notre corps. La consommation de l'eau froide, en revanche, peut avoir des effets néfastes. L'eau froide solidifie la matière huileuse, ce qui interrompt ou retarde la digestion. Lorsque l'eau froide se dissout et que les intestins l'absorbent, elle se transforme en graisse qui vont directement dans les artères. Cela peut provoquer certains problèmes du cholestérol à la longue, voire des troubles cardiaques. Lorsque nous prenons de l'eau froide pendant ou après le repas, la digestion est alors retardée. Cela provoque généralement une fatigue importante. C'est dans ce même sens que les aliments froids sont déconseillés. Il est plutôt recommandé de boire de l'eau avant le repas. Il faut aussi prendre en compte que l'eau à température ambiante ou tiède est bien meilleure que l'eau froide ou consommée avec des glaçons. Comment occuper les enfants durant la période de vacances? Que faire pour rendre ces temps enrichissant au-delà du simple fait de flâner? Voilà bien des questions que se posent bien de parents. Hermione Anvou est allé à la découverte d'une colonie de vacances qui s'organise à sa façon pour occuper le plus jeune suivant. Ces enfants de 18 mois à 8 ans sont réunis tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 15h. La colonie organisée par le centre de vacances HOP a pour objectif d'apprendre des choses aux enfants tout en s'amusant. C'est comme on dit, pour pouvoir lier l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que vous voyez sur ma table? Parmi les activités favorites, l'art culinaire, comme ici, sous cette leçon. Recette, tarte aux pommes. Je suis en train de regarder le chef pâtissier. Aujourd'hui, il nous a appris à faire de la pomme avec des crêpes. Je suis en train de regarder le chef pâtissier en train de préparer. Aujourd'hui, j'ai appris une tarte à la pomme. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une tarte à la pomme? Il faut de la pomme, la farine, le sucre, le beurre et le sel. La peinture, la danse, le chant, le sport, le cinéma et la cuisine sont autant d'activités auxquelles les enfants se livrent à cœur joie.
Donc vous voyez, je coupe ma pointe. Nous sommes là pour occuper les enfants pendant ces moments de vacances. Non seulement les occuper pour la gaieté, mais les enfants apprennent aussi de choses pendant le moment de notre colonie. Ces leçons sont accompagnées par des spécialistes dont Christian Kabouya, maître cuisinier. La colonie prévoit aussi les sorties et découvertes de certains sites. Et vacances toujours, puisqu'on en parle, certains choisissent eux le sport. C'est le cas de cet autre groupe que Kelly Yoka a rencontré suivant. C'est connu à Kinshasa, vacances ne riment pas toujours avec voyage ou déplacement comme c'est le cas ailleurs. Si à la place beaucoup se choisissent des divertissements en tout genre, le sport de manière générale reste un des hobbies le plus prisés par les vacanciers. Voilà qui a motivé le lancement de la première édition de Ndembo Vac, un concept particulier qui vise à initier la jeunesse à la pratique des différentes disciplines sportives. Initiative bien accueillie de la part des concernés. J'ai 8 ans. Tu fais quel poste? Je joue seulement 9. Pourquoi tu aimes le foot? Parce que c'est mon jeu préféré. Je joue parfois, je joue 10 ou 9. Ton joueur préféré c'est qui? Cristiano. Pour les organisateurs d'Ndembo Vac, l'initiative se veut de répondre à un besoin réel. On a parlé d'Ndembo Vac parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez dans notre pays, et pendant les mois de vacances, les enfants ne font rien à la maison, les autres n'arrivent même pas à passer leurs bien de vacances à la maison. C'est pour cela qu'on avait pris l'initiation de créer la première édition d'Ndembo Vac pour les enfants et qui aiment trop le football. Qu'on puisse nous envoyer des enfants, des parents nous envoient des enfants de venir jouer et participer avec notre initiation. Les encadreurs semblent bien investis dans leurs tâches. Nous sommes en Afrique, et particulièrement en RDC et dans la ville-province de Kinshasa. Et vous verrez que nos enfants sont butés à plusieurs difficultés. D'abord, ça c'est un appel que je lance à nos gouvernants. Nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain. Ça c'est un technicien qui lance un cri de cœur. Nous perdons beaucoup de terrain. Et nous rencontrons quoi comme problème? Les enfants ne savent plus où aller se détendre. Parlons sport dans ce journal, c'est dimanche que se clôture à Abidjan, capitale ivoirienne, le jeu de la francophonie auquel la RDC a pris part active, même si beaucoup restent encore dessus par l'élimination des Léopards face au Maroc. Rencontre jouée vendredi. Quels sont donc le jeu de la francophonie? Pourquoi ont-ils été créés? L'historique de cette fête de peuple dans ces récits de Marie-Laure Moulumba. Les Jeux de la francophonie se tiennent pour la première fois du 8 au 22 juillet 1989 dans deux villes marocaines, Casablanca et Rabat. Le programme officiel comprend d'abord les compétitions sportives dont l'athlétisme ordinaire, l'athlétisme handisport, le basketball, le beach volley, la boxe, le cyclisme, le football, le judo, la lutte gréco-romaine, la lutte sénégalaise, le tennis de table. Autre chose, les concours culturels, les arts de la rue, les hip-hop, la danse, les arts visuels, peinture et la sculpture, les chansons, les contes et les conteurs, la danse de création, la littérature et la photographie. Les Jeux de la francophonie prennent aussi en compte les activités de développement, de la création pour le développement durable ainsi que la création numérique. Pour cette édition, c'est la métropole d'Abidjan qui accueille les 48 délégations qui participent aux Jeux de la francophonie. Le Kosovo et l'Ukraine signent leur première participation, ainsi que le Laos marque son retour après sa dernière participation en 2009. L'Andorre, l'Autriche, le Chypre, l'Estonie, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Monténégro, la Pologne, le Rwanda, la Sainte-Lucie et la Slovaquie, présents aux Jeux de 2013, sont eux absents de la compétition. La RDC, notre chère patrie, quant à elle, a pris part active à toutes les éditions et est représentée dans la quasi-totalité des disciplines qui concourent. C'est ce dimanche 30 juillet 2017 que les lampions de la 8e édition des Jeux de la francophonie vont s'éteindre. Monsieur Serge Mahabé, je reviens à vous un peu pour
clôturer ce journal. On a parlé de la politique, on a parlé des évasions, on a parlé de la police qui a présenté des malfaiteurs, on a parlé... Café politique PPRD aussi quand même, on a vu le professeur Évariste Bochab, on a parlé de vous, lié à la majorité d'hier, aujourd'hui un peu plus proche du G7 et plus précisément d'Olivier Kamitatou. On a parlé économie. S'il faut résumer tout ça, vous qui êtes venu pour commenter ce journal, que diriez-vous avant de nous séparer? Comme vous l'avez constaté, c'est de la plus belle manière que vous avez fini ce journal avec les images du sport. La politique comme le sport peuvent supporter des comparaisons parce que le sport comme la politique doivent être soumis aux règles du jeu. Comme la politique, le sport, comme le sport aussi, la politique doit être soumise aux règles de délai parce qu'on ne peut pas jouer infiniment. Et donc, s'il y a un résumé à faire de tout ce que nous avons dit, c'est que les règles du jeu, comme dans le sport, comme partout ailleurs, doivent être respectées. Il me semble que l'une des meilleures façons de respecter ces règles du jeu serait d'organiser les élections au courant de cette année, le 31 décembre, comme l'accord de la Saint-Sylvestre l'exige, en commençant par exemple par l'élection présidentielle et en postposant les autres élections 3 mois plus tard. Ce point de vue est partagé par plusieurs courants, tant à la majorité qu'au sein de l'opposition. Je m'en vais pour preuve les derniers échanges du parti politique Liberté, qui est étiqueté proche de la majorité, qui considère que la décrispation politique doit être l'une des stratégies pour que le pays soit stabilisé. Le parti politique Liberté, qui est même allé rencontrer le PPRD, estime qu'il faut faire revenir des leaders politiques qui sont en exil comme Moïse Katumbi, d'autres qui sont en prison devaient être libérés. Et donc, je pense que tous ont intérêt, aussi bien à la majorité qu'à l'opposition, de respecter les règles du jeu. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons construire un pays beaucoup plus beau. Merci beaucoup, M. Serge Mahabé. Vous étiez invité de ce journal de samedi sur Numérica Télévision. Nous sommes contents de vous avoir eu. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. Ce journal est terminé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder grâce au bouquet CPLA TV, Canal 98. Merci de nous faire toujours confiance. Excellente suite de programmes sur notre chaîne, la vôtre également.